Aujourd'hui, nous n'allons pas vous faire l'affront de vous présenter le Joker, parce que tout le monde connaît le Joker. Enfin, je crois. Que ce soit à la télévision, au cinéma, en bande dessinée, en dessin animé, en jeu vidéo et même plus récemment en animé japonais et en manga, le Joker fait partie de ces personnages omniprésents dans la pop culture depuis plus de 30 ans qui a marqué plusieurs générations de lecteurs. Créé à l'origine en 1940 dans le comics Batman numéro 1, on attribue la création du personnage aux 3 auteurs qui travaillaient sur ce numéro à l'époque, Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson. Et pour ce qui est de la création du personnage, c'est peut-être Robinson lui-même qui en parle le mieux. Je savais que tous les grands héros avaient chacun un anti-héros qui était plus fort, que ces personnages étaient opposés à de puissants antagonistes. J'ai alors commencé à réfléchir et je me suis dit, au fond, c'est quelqu'un qui a un certain sens de l'humour. C'est un Joker. J'ai immédiatement associé cette idée avec la figure du Joker dans les jeux de cartes avec ce sourire rigolard, puis j'ai fait mon premier dessin du Joker. En fait, une carte à jouer avec le visage du Joker dessiné dessus. Un personnage aux allures de clown qui fascine autant qu'il terrifie, c'est ce personnage qu'a choisi Todd Phillips pour son nouveau film très éloigné des comédies auxquelles il nous avait habitués. Il décide cette fois-ci non pas de faire rire le spectateur, mais de faire rire son personnage aux dépens de celui-ci. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Axel, Moi, c'est Robinson. et bienvenue dans Divulgaché. On se souvient tous du choc qu'avait été le premier film Joker, sorti en 2019 avant qu'une certaine crise mondiale ne pointe le bout de son nez, ce qui en a fait pendant longtemps l'un des derniers gros succès au cinéma, juste avant un certain film nommé Tenet, réalisé par un homme bien connu des fans du Chevalier Noir. Le film de Todd Phillips, intitulé sobrement Joker, sort dans un contexte où héros et méchants de comics au cinéma font pour la plupart partie de franchises et de films interconnectés, bourrés d'humour et d'action décomplexée, bien loin des comics sombres de Frank Miller. Pour rappel, le premier film qui avait pour acteur principal Joaquin Phoenix avait coûté la somme dérisoire, si on la compare aux autres films tirés de comics, de 55 millions de dollars et avait rapporté au box-office 1,79 milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu. En termes de comparaison, c'est presque autant que ce qu'avait rapporté le film Avengers premier du nom, et c'est plus que Batman The Dark Knight, pourtant considéré comme LE meilleur film traitant du Chevalier Noir et de sa némésis. Ce score en faisait bien évidemment à l'époque le premier film classé Rated R à dépasser le milliard de recettes jusqu'à un certain film nommé Deadpool et Wolverine sorti cet été. Le succès phénoménal du film avait même provoqué une vague de tourisme dans le quartier du Bronx à New York, notamment dans les fameuses 132 marches où Arthur Fleck, alias le Joker, nous avait offert l'une des scènes de danse les plus mémorables du cinéma moderne. Récompensé par un Lion d'Or au Festival de Venise et avec plus de 30 nominations que ce soit aux Oscars ou aux Golden Globes, cette réussite critique et économique pouvait tout naturellement nous laisser penser qu'une suite était déjà en préparation. Pourtant, juste après la sortie du film, Todd Phillips avait surpris tout le monde en déclarant que rien n'était certain. Il avait révélé que lui et Joaquin Phoenix avaient discuté d'une potentielle suite dès la 2e semaine de tournage, mais sans qu'aucun contrat ne soit malheureusement signé à l'époque. La vérité à propos d'une potentielle suite à Joker, c'est que Joachim et moi en avons parlé depuis la 2e semaine de tournage. Nous en avons aussi parlé lors de la tournée promotionnelle, lors de soupers avec des dirigeants de Warner Bros. Mais aucun contrat n'a été signé et Joachim n'a pas été approché pour participer à une suite. C'est impossible de ne pas évoquer l'idée de faire une suite quand un film a fait 1 milliard de dollars. Déclarait Todd Phillips au micro de IndieWire. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien Todd Phillips, c'est un réalisateur, scénariste et producteur américain, surtout connu pour la trilogie Very Bad Trip, ou The Hangover en version originale, mais aussi pour des films comme Starkey et Hutch et plus récemment War Dogs. So long, gay boys! Passer de la comédie à un film sombre comme Joker était déjà une surprise en 2019, mais avec Folie à 2, Phillips semble vouloir nous proposer une vision du clown totalement nouvelle. Et que dire de Joaquin Phoenix, cet acteur incroyablement talentueux, plutôt discret et éloigné des projecteurs, qui nous apparaissait méconnaissable en 2019 sous les traits du clown triste, lui qui avant Joker était surtout connu pour son rôle dans Gladiator et habitué à jouer dans des films aujourd'hui considérés comme cultes, notamment dans les films Sign et The Village de Night Shyamalan. Comme a pu nous l'expliquer Axel, Joaquin Phoenix a marqué les esprits avec son interprétation nouvelle du Joker, mais il n'était pas le premier à s'être glissé dans la peau de ce célèbre antagoniste. En effet,
La première apparition du Joker en prise de vue réelle date de 1966 avec César Romero dans la série télévisée The Batman. Son Joker est un clown farceur, loufoque. C'est une représentation presque innocente de ce qu'allait devenir ce personnage. Jack Nicholson prend ensuite le relais en 89 dans le Batman de Tim Burton. Là, tout change. Son Joker est plus sombre, mais garde une touche de comédie. Nicholson aura su apporter une dimension théâtrale à ce rôle. Pour beaucoup, il était LE Joker, indétrônable, une performance à la fois terrifiante et fascinante. Et puis enfin, arrive Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan en 2008. Une performance qui aura bouleversé les codes. Plus que terrifiant, son Joker est anarchique, imprévisible, chaotique. Ledger aura réussi à littéralement incarner la folie pure. Ce rôle lui aura valu un Oscar posthume et il aura marqué l'histoire du cinéma, devenant la référence ultime du Joker pour toute une génération. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Enfin, quelques années plus tard, en 2016, c'est Jared Leto qui endosse le costume pour Suicide Squad. Son interprétation est controversée. Moins appréciée par les fans, son Joker est plus gangsta, plus psychopathe, mais pour beaucoup, moins captivant que ses prédécesseurs. Certains disent qu'il n'a jamais vraiment eu l'opportunité d'explorer le rôle à fond et que le montage final n'a pas aidé, mais il n'aura jamais réussi à captiver le public et à rendre hommage à ce personnage. N'oublions toutefois pas Mark Hamill, qui dans les années 90 prête sa voix au Joker dans Batman The Animated Series. Connu pour son rôle de Luke Skywalker, il apporte au Joker une voix inégalée, un mélange de rire sinistre et de malice. Et oui, on l'a tous reconnu, et pour de nombreux fans, sa voix est celle du Joker. Son interprétation vocale reste emblématique dans les séries animées et dans les jeux vidéo. Quant à Harley Quinn, elle naît en 92 sous la plume de Paul Dini et Bruce Timm dans la série Batman. Dès sa première apparition, le public est conquis. Elle fait ensuite ses débuts dans les comics avec The Batman Adventures. Plus tard, le comic Mad Love dévoile ses origines. Avant d'être Harley Quinn, elle était le docteur Harleen Quinzel, psychiatre à l'asile d'Arkham. Tombée amoureuse du Joker, elle abandonne sa vie pour devenir sa complice dévouée. Au cinéma, c'est Margot Robbie la seule actrice à avoir incarné Harley Quinn. D'abord en 2016 dans Suicide Squad. Sa version est explosive, audacieuse et totalement déjantée. Robbie capture à la fois la folie et la vulnérabilité du personnage. Son style que vous connaissez aujourd'hui tous, avec ses couettes bicolores et son sourire sadique, devient iconique. Malgré la réception mitigée du film, sa performance lui a permis de revenir en 2020 dans Birds of Prey, où Harley commence à s'émanciper du Joker et à se forger sa propre identité. Et si vous souhaitez approfondir un peu votre découverte de ces deux personnages passionnants, voici une liste de comics incontournables. Tous ces comics sont édités chez Urban Comics, le principal éditeur du DC Universe en France. Je vous les conseille réellement. D'abord, on a Joker Killer Smile, un récit sombre et perturbant, signé Jeff Lemire, avec des illustrations d'Andrea Sorrentino. Ce comics explore la psychologie du Joker d'une manière unique, en se concentrant sur sa relation avec un psychiatre qui essaye de le comprendre. Ensuite, pour le dessin notamment, je vous conseille Batman Arkham Asylum. Écrit par le génie Grant Morrison et magnifiquement illustré par Dave McKean, ce classique plonge Batman dans l'asile d'Arkham où il doit affronter ses pires cauchemars. C'est une exploration psychologique autant pour le Chevalier Noir que pour le Joker. Les dessins sont incroyables et la patte graphique est vraiment particulière si vous êtes curieux. Pour terminer avec le personnage du Joker en lui-même, je vous présenterai le bien nommé Joker. Brian Azzarello et Lee Bermejo nous plongent dans une version hyper réaliste du Joker. C'est raconté du point de vue d'un de ces hommes de main et ça montre vraiment le côté brutal et imprévisible du Joker. C'est vraiment un hommage complet pour ce personnage. Une saga qui rassemble Joker, Harley Quinn et Batman, c'est la série White Knight. Une de mes dernières sorties séries préférées signée Sean Murphy. Dans cette version alternative de Gotham, le Joker il est guéri de sa folie et devient un héros pour la ville, tandis que Batman lui est perçu comme une menace. C'est vraiment intéressant de se plonger dans ces histoires où le Joker et Harley Quinn prennent des rôles un peu plus gentils. Pour explorer l'histoire de Harley Quinn, on a Harleen de Stepan Sejic, qui nous offre une version intime et tragique de la transformation du Dr Quinzel en Harley Quinn. Un comics important pour comprendre les nuances de son personnage et sa relation toxique avec le Joker. Enfin, celui que j'ai présenté un tout petit peu plus haut dans cette introduction, Batman Mad Love. Écrit par Paul Dini et dessiné par Bruce Timm, ce comics un peu old school nous raconte les origines de Harley Quinn, expliquant comment une brillante psychiatre est tombée amoureuse du plus grand criminel de Gotham, ni plus ni moins. Ce couple d'antagonistes, aussi terrifiant et fascinant, forme aujourd'hui un duo marquant de la pop culture. Alors quand on a appris que Joker premier du nom de Todd Phillips allait avoir une suite, mais qu'en plus elle prendrait la forme surprenante d'une comédie musicale avec Lady Gaga en second rôle, il y avait de quoi être à la fois surpris et intrigué. Qu'est-ce que Todd Phillips nous réserve cette fois-ci ?
Et l'idée de faire une suite était-elle la bonne? C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui d'explorer dans cette vidéo. Alors installez-vous, rangez les costumes de clown et la batte de baseball, et c'est parti pour cet épisode de Divulgaché. Tu sais pas jouer, Jack? Alright, baby. Mec, elle est où ma caisse? Divulgaché. Et on se retrouve donc maintenant, après avoir vu le film en salle tous les deux, pour notre avis sur Joker Folie à 2. Petite remise en contexte rapidement de Joker premier du nom, qui était sorti en 2019 et qui avait été un assez gros raz-de-marée comme on l'a expliqué pendant l'intro. Axel, comment t'avais reçu le film, toi, de ton côté? Est-ce que tu as des souvenirs? Est-ce que tu avais un bon avis, un avis partagé sur ce film qui est sorti il y a quelques années maintenant déjà? Ouais, moi j'avais beaucoup apprécié le 1. Comme pour tout le monde, c'était plutôt une grosse surprise, je pense. Après, le film avait quand même, enfin, de mon point de vue, avait quand même pas mal de défauts. Son rythme était pas foufou. Sa mise en place aussi, il y avait des choses qui me dérangeaient un peu. Maintenant, ses personnages étaient assez forts, notamment le personnage d'Arthur Fleck, qui était la nouvelle vision du Joker que Todd Phillips voulait nous donner. Et puis non, moi j'avais beaucoup apprécié, mais j'ai l'impression que de toute façon, comme on a pu le voir juste avant, le film a marché, a été apprécié en général. Toi aussi, je pense que tu l'avais aimé, non? Ouais, alors oui, j'avais bien aimé, j'avais pas été non plus, chamboulé, retourné par le film. J'avais trouvé la performance de Phoenix, impressionnante comme beaucoup et il a été récompensé pour ça. Maintenant ça ne m'avait pas marqué non plus, à fond. J'avais aimé l'audace, de nous présenter un Joker différent et de rentrer dans un univers de façon complètement, à contre-pied de ce qui avait été fait juste avant. Mais voilà. Après ce film avait quand même suscité, beaucoup de choses, une certaine, «iconisation» entre guillemets du personnage du Joker et de ce qu'il amenait comme valeur. On était dans une période, un peu Halloween. En France, on était dans une période de gilets jaunes et tout, donc il y a beaucoup de choses qui ont découlé de ce film. Clairement. C'était pas, enfin c'était, en tout cas, c'était voilà, ça a pas laissé les gens indifférents. Il y a eu beaucoup de théories. Il y a eu des théories qui disaient que tout le film se passait dans la tête de Arthur Fleck finalement et que, tout ce qu'on pouvait, voir sur le Joker et tout, c'était que dans sa tête. Mais, justement, Todd Phillips vient, contrer un peu toutes ces théories en nous offrant, son nouveau film Joker Folie à 2. Est-ce que Axel, tu peux nous refaire le pitch du scénario assez rapidement, juste pour qu'on sache un peu, où on se situe après ce premier film? Bah, c'est vraiment la suite directe du 1, comme on pouvait s'y attendre. On retrouve Arthur Fleck qui est interné dans l'asile d'Arkham, et qui va rencontrer, Harley Quinn, au sein de cet asile et donc il va y a une relation qui va se développer entre les 2 et on va suivre, toute leur relation durant notamment, le procès qu'il va y avoir, pendant le film, qui est le procès d'Arthur Fleck. On va revenir sur les événements du 1 et c'est d'ailleurs ce qui était plutôt intéressant, dans le speech du film, c'était qu'on allait revenir sur le premier film. Donc ça, c'était vraiment un truc qui, moi, m'intriguait. Et rapidement, qu'en as-tu pensé de ce film? Voilà, tu nous as donné le scénario, assez court, assez facile, assez rapide. Maintenant, comment tu ressors de cette séance, toi? Bah, déjà, c'était une séance compliquée, je sais pas pour toi, mais moi, je suis passé un peu par tous les états, notamment la première moitié du film où je savais pas trop, ce que j'étais en train de regarder. Faut savoir que moi, on n'était que 15 dans la salle, donc je suis allé le voir le jour de la sortie. On était que 15 dans la salle et il y a quand même trois ou 4 personnes qui se sont levées en plein milieu du film pour s'en aller. Donc c'était assez surprenant. Moi, j'en ressors avec une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie du film. J'ai beaucoup aimé, la fin du film et le message qu'il voulait faire passer. Maintenant, faut pas se mentir, le film a beaucoup de défauts et surtout, son plus gros défaut pour moi, c'est qu'il raconte rien. Là, on parle d'une partie, sans spoiler, enfin sans divulgacher, mais en fait, il y a pas grand-chose à divulgacher et je pense que tu seras d'accord avec moi, non? Moi, ouais, j'ai eu, énormément de mal à rentrer dans le film. Alors c'est pas par rapport, comme tu dis, la première partie, la deuxième partie, même si c'est pas une moitié exacte, je dirais que la deuxième partie du procès prend plus de place que Ouais. que le début dans l'asile. Mais c'est plus, ça a pas réussi à m'aspirer. On va en reparler, mais donc c'est plus ou moins, entre guillemets, «une comédie musicale» ou un musical ou tout ce qui tourne autour de la Ouais. musique. Il y a beaucoup de chansons et de base, je suis pas non plus hyper fan de ça, mais en plus là, ça m'a vraiment pas du tout emporté. Les moments de musique, je me suis surpris à planer mon regard un peu dans la salle de cinéma et cetera, à me Ouais. laisser un peu détourner du film et donc en effet, ça raconte l'histoire que ça veut raconter. Ça répond à beaucoup de questions, je pense, positivement ou négativement, ça c'est autre chose et les fans, se feront leur avis et les gens qui voulaient imaginer plein de choses se font leur avis. Mais en effet, Todd Phillips, il a dit:
je fais un deuxième film pour répondre à des choses et que ça plaise ou non, quoi. C'est vraiment. Bah, il faut se dire aussi un truc, c'est que de toute façon, Todd Phillips, il avait annoncé si on faisait une suite, les budgets ne seraient pas les mêmes. Notamment pour les gens qui ont travaillé, parce que le 1, c'était un petit budget. Il y a pas mal d'acteurs, notamment du 1, qui ont été très peu payés. Même l'acteur Joaquin Phoenix, qui n'a pas été très bien payé par rapport à d'autres grosses stars. Et là, il y a eu une envie de dire, Warner, ils ont sorti la thune et ils ont dit voilà, on vous offre 200 millions, vous nous faites une suite. C'est un peu ça, quand même, aussi, qui a motivé la création de ce film-là. En plus du fait que eux, du coup, ils voulaient apporter une nouvelle image de ce personnage-là, donc ça a été via la comédie musicale, ce qui est quelque chose d'intéressant, comme tu l'as dit. Maintenant, est-ce que ce film a été fait pour les bonnes raisons? Je pense pas. Ça, pour moi, c'est un des gros défauts du film aussi. Je pense qu'on est d'accord sur ça, quoi. Kind of came at it that way. It wasn't like, oh, I want to make a Joker movie. It was really came from like, how do you make a great character study and get people to want to see it? Une des grosses qualités, en tout cas, c'est le jeu des acteurs. On va revenir sur leur rôle et sur leur importance et sur le personnage qu'ils incarnent. Mais en tout cas, Joaquin Phoenix et Lady Gaga, puisque les autres sont très peu exploités, entre guillemets. On tourne vraiment autour de ces deux acteurs et actrices. Eux, il n'y a pas de problème. Joaquin Phoenix, il est toujours imparfait, j'ai envie de dire, dans son interprétation de Arthur Fleck et du Joker. Et Lady Gaga, elle arrive très bien dans ce rôle-là. Les phases de comédie musicale, ça la connaît, il n'y a pas de souci. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais voilà. Ouais, très surpris par Lady Gaga. Je savais qu'elle jouait bien la comédie, mais là, je trouve qu'elle a quand même bien à rentrer dans le film. J'avais peur qu'en fait, elle fasse un peu déconnectée du film. Qu'il y a un truc où je vois juste Lady Gaga. Là, j'ai quand même réussi à l'oublier et à voir le personnage de Harleen Quinzel. When I saw Lady Gaga in A Star is Born, I thought this is a real engine of creativity. Et Joaquin Phoenix, toujours aussi fort, toujours aussi maigre. Dès le début du film, moi, ça m'a encore sauté aux yeux. Il fait vraiment peur, il fait vraiment pitié. D'ailleurs, il Et, grossit un peu au fil du film, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu, j'ai l'impression. Alors après, c'est parce qu'il est maquillé, etc. Non. Et vu Mais qu'en c'est plus, il est en logique costume. aussi avec l'idée du film, entre guillemets. Oui et non, Dans le mais sens j'entends où ce il que tu veux reprend un dire. peu son personnage, etc. Donc, Ouais, c'est vrai. De toute façon, tout l'enjeu du personnage, enfin, tout l'enjeu du film, c'est aussi ça, hein. Là, on disait que c'est le procès, etc. Mais c'est aussi, est-ce que Arthur Fleck va retrouver son personnage du Joker ou est-ce qu'il va l'abandonner? Il y a un peu tout ça dans le film, tout tourne autour de ça. Et non, les deux acteurs sont nickel. Maintenant, c'est l'écriture qui, pour moi, surtout de Lady Gaga, son rôle, pour moi, a été complètement massacré. D'ailleurs, ce qui est rigolo au début du film, c'est qu'il nous annonce que Lady Gaga, enfin, Harleen Quinzel, c'est une patiente, alors que c'est censé être une psychologue, et on apprend au fur et à mesure du film que c'est une psy, en fait, finalement. Et c'est assez intéressant ça. Par contre, je trouve que ça amène, je sais pas ce que tu en as pensé, mais le personnage se téléporte de partout. Enfin, c'est très bizarre, je trouve, Lady Gaga. J'ai même cru pendant un moment que le personnage n'existait pas, Alors, carrément. est-ce qu'on en parle tout de suite? Est-ce qu'on en parle dans une partie Ouais, spoiler? bah, ça va avec la comédie. En tout cas, on peut parler de la partie comédie musicale qui rejoint ce qu'on Voilà. disait sur. On reviendra juste après à ce que tu as dit, dès qu'on mettra des spoilers. Juste avant, on finit sur la partie où on peut en parler sans vraiment vous spoiler le film, même si je pense que vous l'aurez vu. C'est la comédie musicale. Déjà, est-ce qu'on appelle ça une comédie musicale? Je sais pas trop. Ouais. Beaucoup de chansons se passent, ça, il n'y a pas de spoil, dans la tête des personnages. Hein. Yep. Et ça illustre, je pense en tout cas, leur folie en quelque sorte. Le fait que dans leur tête, ça soit pas tout calme et réflexion, ça soit aussi un peu chanson, folie, etc. Même que dans le 1, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de. Il danse beaucoup, le Joker. Ouais, la musique est hyper importante dans le 1 aussi. Donc tout ça, c'est pas illogique qu'il y ait de la musique, que ça soit une comédie musicale, honnêtement. Ça me gêne pas dans le fond qu'il ait décidé de prendre ce parti-là, Ouais. loin de là. Puis c'est le côté show, hein. Le Joker, en tout cas dans le premier film, c'est un show, un mec showman, du hein. show, quoi. Il est là pour faire le show, donc c'est logique d'un côté. Clairement. Puis utiliser Lady Gaga dans ce truc, alors C'est magnifique un peu idée, facile. hein. C'est facile, mais bon, ça marche, il y a pas de souci. Ouais, ça Avec marche. dans le rôle d'Harley Quinn, ça marche super bien. Grave. Est-ce que toi, ça t'a plu, vraiment les chansons, leur place, sans aller à la fin dans les comment dire, ce Dans qu'elles le racontent, Ouais, mais ouais. mais alors voilà, est-ce que tu as été, accroché par ça? Est-ce que ça t'a moi, j'ai dit vraiment, il y a des moments au début, ça m'a perdu, Moi, je pense que Todd Phillips, il sait pas ce que c'est une comédie musicale, moi, je pense. Je pense qu'il a voulu faire une comédie musicale sans essayer de comprendre ce que c'était une comédie musicale. Je vais donner un exemple tout simple. Dans le film, il va y avoir une scène qui va se passer entre Harley Quinn et le Joker va comprendre quelque chose. Donc il va le comprendre. Ensuite, on va avoir une scène dans sa tête où il va chanter pour expliquer qu'il a compris. Donc on va avoir une scène de chant. Ensuite, on va revenir à la réalité, on va avoir le Joker qui va confronter Harley Quinn sur ce qu'il a découvert. Donc en fait, on a une redite 3 fois de la même chose, dont une avec de la chanson, alors qu'une comédie musicale, tout l'intérêt, c'est que les scènes d'action, les scènes de dialogue, etc., se passent en chant.
Autre exemple, la scène du tribunal, il n'y a aucun moment où tout le tribunal est mis à contribution pour faire une grande scène de chant, une grande scène de comédie musicale. Les seuls personnages qui chantent, en fait, c'est Lady Gaga et le Joker. Et il y a un seul il y a un seul moment dans le film où les autres personnages voient qu'ils chantent. Du coup, pour moi, c'est pas une comédie musicale, en fait. C'est juste un espèce d'ego trip du personnage qui va se mettre à chanter, mais ça n'a pas la portée ni la prétention d'être une bonne comédie musicale. Pour moi, c'est Non, juste je des pense pas moments non chantés, plus, quoi. comme tu dis, que ça a pas la prétention de l'être, hein. Je pense qu'il a pas voulu faire une comédie musicale ou en tout cas qu'il a pas voulu faire une comédie musicale, C'est comme on ça. l'attendait. Mais ça amène de la répétition, quoi, dans les scènes, Voilà, je trouve. ça a sa place, dans la logique, mais c'est pas forcément très bien fait et moi, Ouais, ça m'a pas du tout attrapé pour pareil. plusieurs raisons. La première raison, c'est, il y en a trop, au Oui. début, il y en a trop. Qui sont beaucoup parlées, d'ailleurs. Il y a très peu de vraies chansons chantées. Il y a beaucoup de ballades, c'est Ouais, beaucoup exactement. de petites ballades entre des histoires d'amour et de réponses, de dialogues ou de chansons, Oui, monologues entre guillemets. On est tout à fait. dans les années 80, il y a plein de choses à exploiter. Ouais. Forget your troubles, come on, get happy. Better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment. Voilà, j'ai pas réussi. Au tout début, il y en a 3-4 qui s'enchaînent là, où ils sont toujours dans l'asile, où ils se rencontrent et tout. C'est des chansons qui existent. Il y a qu'une seule chanson qui a été écrite, il me semble, qui est la chanson du tribunal. Sinon, c'est que des chansons qui existent, en fait. Les performances et tout, il y a pas de problème, mais moi vraiment j'ai eu du mal et en plus ouais, c'est très répétitif, Ouais, ce de qu'ils fou. font. Et on peut aussi parler du fait que le film essaie d'être une espèce de comédie romantique. Parce que déjà, il y a beaucoup plus d'humour que dans le 1. Je trouve que on peut parler aussi d'un truc, c'est que tu vois, le personnage du Joker, il rigole beaucoup moins, d'Arthur Fleck. Il a moins son rire en fond. Par contre, le spectateur rigole beaucoup plus pendant le film. Je trouve qu'il y a 2-3 scènes qui sont un peu humoristiques. Oh, Et il il y y a a vraiment une 2 espèce 3 de scènes, truc. hein. Ouais, il y en a quelques-unes, mais ça m'a quand même surpris parce que le 1, il jouait pas du tout sur ça. Et aussi, il y a cette espèce de comédie romantique qui, pour moi, ne marche pas du tout. Les personnages, tu les vois très peu interagir entre eux. Harley Leur Quinn, elle rencontre et leur, amour est très rapide. bah, c'est ça. Et du coup, Et t'as pas après le on temps arrive au procès de et ouais. voilà, du coup, je trouve et en plus, au fur et à mesure du film, Harley Quinn, laisse de plus en plus de place à d'autres choses et du coup, on l'oublie un peu et pour moi, finalement, cette double relation, en fait, ce film s'appelle Folie à 2. Pour moi, il y a pas de folie à 2 et limite, on pourrait presque penser que quand il dit folie à 2, il parle du Joker et de Arthur Fleck plus que du Joker et de Harley Quinn, quoi. Il y a vraiment un truc un peu chelou. Exactement et pour détailler tout ça, on va tout de suite en parler en partie spoiler. Donc ceux qui n'ont vraiment pas envie de se faire spoiler sur le film, de se faire divulgacher, je vous conseille, Ouais. de skipper un petit peu cette partie. Il Nous, y a on y pas va tout de grand-chose, hein, suite. Non, il y a pas grand-chose, mais mais tu fais bien de le dire. les détails à la fin, quoi. Ouais. Tu parlais justement d'Harley Quinn et de son rôle et cetera, de son personnage. En effet, tu disais même on pourrait croire qu'elle n'existe pas. Clairement, il la rencontre au début, donc c'est une personne physique, hein, Mmh. c'est Lady Gaga. Il la rencontre au début, il lui parle un petit peu, ça va très, très vite, dans leur amour et dans leur passion. On comprend que donc il la rencontre sous le nom de Lee à la base. C'est Heu, exactement, ouais. elle est fan amoureuse du personnage du Joker en lui-même, de ses actes et de ce qu'il incarne, pas Mmh. forcément de Arthur Fleck, ça on le comprend assez vite aussi. Oui. Hem et après elle a donc elle fait ce qu'elle veut dans le film, comme tu dis. Elle sort de l'asile, comme elle veut parce qu'elle a ses raisons, parce qu'elle est soi-disant, fils d'un riche et qu'elle s'est internée pour faire une expérience, sociale ou j'en sais rien. Elle rentre dans le tribunal déguisée au milieu d'une foule, il y a une, comment ça il y a une manifestation, il y a de Mmh. la violence et elle rentre au milieu, on la voit dans la scène, dans la bande annonce là. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Ouais, pareil, Quand elle elle vient s'incruste dans le mitard exactement. de Arthur Fleck. Mais alors moi, j'ai cru qu'elle n'était même pas là carrément. J'ai eu un moment de mais Elle pourrait être dans sa tête, mais il y a une scène, à un moment, où elle est toute seule dans la rue et où elle pète une vitre avec c'est ça, une poubelle et donc pourquoi cette scène si elle est dans sa tête, tu vois? c'est ça, je suis Donc c'est d'accord. très bizarre. On continue dans cette partie spoiler avec, vraiment, le message du film. Toi, ça t'a marqué tout de suite, tu m'en as parlé rapidement, quand on s'est donné nos avis. Je trouve que le message, qui veut faire passer le réalisateur est assez fort et bien foutu. Le problème, c'est que ça demande de mettre le film dans un contexte qui, pour moi, est pas bon. Un peu comme, le personnage d'Harley Quinn, au final, sert une fonction. Le film sert une fonction et parce qu'en fait, le personnage de Harley Quinn, c'est un peu le personnage du public et du spectateur qui est devant le film. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose qui, de toute façon, n'arrivera pas dans le film. De toute En façon, tout on cas, n'arrivera ceux pas à qui tous les voulaient clichés. que Voilà, le que le Joker, Joker devienne le mais Joker, quoi. mais on va pas se mentir, on est tous comme ça. Dans la salle, on attendait tous une scène où le Joker nous fait vibrer. C'est pour ça qu'on est venu voir le film Oui.
Et Todd Phillips joue avec ses attentes, donc il fait pareil avec le personnage de Harley Quinn. Mais du coup, Harley Quinn, elle est sans saveur et sans relief, parce qu'elle sert une fonction à partir du moment. D'ailleurs, on le voit dans le film, à partir du moment où Arthur Fleck dit je ne suis pas le Joker n'existe plus, on est à deux doigts de la voir se suicider. Elle disparaît du film, parce que Harley Quinn n'a pas de raison d'être si le Joker n'existe pas. Et c'est malin, et en même temps, bah, je trouve que ça dessert le film complètement, quoi. Pourquoi faire cette suite si ce n'est pour répondre aux gens et pour Exactement. mieux expliquer son message qui était dans le premier, qui n'était pas je vous raconte l'histoire du Joker, mais je vous raconte l'histoire d'un homme perturbé, torturé, qui a besoin Ouais, d'amour et qui a besoin de place, etc. dans la société. c'est ça. C'était donc, est-ce que la suite ne servait qu'à appuyer son propos? Si c'est le cas, franchement, non, il n'y avait pas besoin. Non, Parce il n'y a qu'on pas avait. besoin. Moi, je trouvais ça bien de se poser des questions à la fin du 1. Hum, je suis De sa d'accord. de pas trop savoir, ce qu'il avait en tête, s'il était vraiment, fou, schizophrène, bipolaire comme on peut le dire à des moments Mhm. dans le second film. Et pareil, au tout début du second film, il est suivi par une avocate qui le pousse à plaider la folie et à plaider la schizophrénie. Et c'est un peu «lui» entre guillemets, ou pas lui, mais une projection des gens qui veulent calmer tous ceux qui se sont déguisés en Joker dans les Exactement, manifestations des gilets jaunes, et cetera. Et exactement. Et d'ailleurs, on le voit dans la scène de fin, hein, où il se fait poursuivre par un mec déguisé en Joker comme lui, ce que j'ai trouvé magnifique. C'est super bien fichu. Enfin, l'idée est superbe, mais pareil, Arthur Fleck qui sort comment dire, qui sort du tribunal comme si le personnage était libéré en fait. Au revoir le Joker, Arthur Fleck prend sa place, alors que le public, ce qu'il veut, c'est voir le Joker. Mais Arthur Fleck, lui, il le fera pas revenir. C'est tout ce qui fait que la fin pour moi est vachement forte et qu'il y a quand même un truc vraiment cool. Maintenant, pareil, on peut parler de la scène du procès. La scène du procès, c'est niveau téléfilm. quelle scène? Parce qu'il y a beaucoup de scènes dans le Bah, procès. en globalité, toutes les scènes dans le tribunal, c'est niveau téléfilm, sauf à un moment où, d'ailleurs, le Joker est confronté à ses actes, via son collègue là, qui lui explique qu'en fait, maintenant, il a peur de lui, qu'il se sent pas en sécurité et cetera. Et là, c'est là où Arthur Fleck commence à revenir un peu à lui-même et à se dire: «Ouh là, en fait, je suis peut-être pas le héros que j'ai en tête, en fait. Ouais. La vision que j'ai de mes actes, c'est peut-être pas la réalité». C'est là où il commence à se remettre en question. Puis après, il y a d'autres choses qui vont le pousser dans cette direction. Mais cette évolution-là, elle est intéressante. Cette libération du personnage à la fin, elle est intéressante. Et on peut parler de la dernière scène, la scène de fin, où on a en fait, parce qu'on voit un psychopathe tout le long du film. Je sais pas si toi, tu avais vu qu'on mettait un peu l'accent sur lui. Si, on mettait clairement la Voilà, on caméra voit sur qu'il lui à ressort un 2-3 peu. scènes, ouais. Et au final, le personnage ressort durant tout le film et à la fin, du coup, tue Arthur Fleck. On le voit d'ailleurs en fond après ça se tailler les joues pour devenir ce qu'on imagine le nouveau Joker avec son rire en fond. Et le message en soi est intéressant. C'est assez puissant de se dire qu'en fait, ce film-là, c'est pour que le Joker s'émancipe d'Arthur Fleck et devienne ce qu'on connaît dans les bandes dessinées. Parce que dans les bandes dessinées, tu me le confirmeras, on connaît presque jamais l'identité du Joker. C'est assez rare au final. Ouah, il y en a eu récemment, il y en a eu beaucoup, mais Récemment, il y en a eu. oui, mais justement, à la base, non, on C'est connaît pas ça, vraiment c'est le une nom du idée, Joker. c'est quelque chose qui prend forme, mais n'importe qui peut le Joker dans l'idée. C'est un peu ce que le film essaie de te dire. Maintenant, Ouais, il essaye aussi de te dire, qu'il y en a peut-être pas de Joker justement, et que c'est oui, juste une idée et une image qu'on peut se faire. En tout cas, le message est intéressant. Est-ce qu'il ouais, fallait en faire un film? Je sais je pas, sais tu vois? pas. Est-ce qu'il Pareil, fallait inviter Lady Gaga pour qu'elle pose sa voix, je sur, sais pas. Bah, surtout pour faire des scènes qui servent à rien, quoi. Enfin, des scènes qui servent à rien. ouais, c'est un grand mot, des scènes qui servent à rien, Bah, mais tu une scène que tu moi, je ressors me du suis film, toi? ennuyé quand même, donc moi, j'ai failli pas me casser, mais alors à un moment, je me suis dit: «Bon, là, c'est bon, là». Le procès durait longtemps. Moi, j'ai Ah oui, vraiment oui, trouvé que ça oui. durait longtemps, le Ah oui, procès. oui, oui. Bah, tu vois, et c'est pour ça que pourtant, je pense que je le recommanderais d'aller le voir si on a aimé Joker 1 pour les bonnes raisons. Parce que pareil, moi, quand je suis sorti du cinéma, il y avait des gens que j'entendais du coup parler en fond. Et c'était oui, ils auraient dû prendre cette histoire du comics avec les 3 Jokers. Oui, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire ça. En fait, les gens, ce qu'ils voulaient, c'était du Joker comme dans les comics. Ouais, mais ça, c'est qu'ils ont pas compris le premier film à un moment, Exactement. Et c'est d'un côté, enfin, c'est ce que je me dis. Et d'un côté, je pense que Todd Phillips, il était un peu énervé par ça. bah, ouais, je pense aussi, je pense que clairement, mais Et ce qui est logique, parce qu'à un moment, quand tu crées un personnage complexe à partir d'un élément de pop culture, un personnage de pop culture aussi important, forcément, les gens, ils projettent leur envie dans ça. Mais il faut se rappeler que Todd Phillips, il est pas là pour faire un film de super-héros, il est pas là pour faire un film de méchant. ah, Et mais c'est c'est là clair. où Et vraiment, c'est fou comme ça a marché, pour différentes raisons du coup, ouais, par rapport aux personnes et par rapport à leur ressenti, le premier film. ouais, Et c'est fou comme, ouais, ce que ça lui a fait, enfin moi, ce que je vois dans ce deuxième film, c'est vraiment, vous avez pas compris, quoi. Enfin, ouais.
En tout cas, les grandes gueules, vous avez pas compris, quoi. Genre, Je suis d'accord. Et c'est marrant parce qu'il nous le jette un peu au visage, quoi. Il y a vraiment 2-3 ouais, moments mais où du tu as coup, c'est un peu l'impression que déceptif. Enfin, tu un peu comme un con face à ça, quoi. même, tu vois les scènes où au final ils se confrontent, à ces victimes et cetera, aux gens qu'on a vus dans le 1, je pensais que ça allait être hyper fort, que pareil, le tribunal, il y a 0 rebondissement. Genre au moment où Arthur Fleck décide que le Joker n'existe plus, moi je pensais qu'il allait y avoir un rebondissement de fou et en fait le rebondissement c'est la fin du Joker, c'est la fin du film presque. Tout le film n'a pas de rebondissement. Le film, c'est une histoire, Exactement. qui est expliquée, qui est racontée par, Todd Phillips. Alors, après, c'est très bien filmé, hein. Il y a des beaux Oui, plans. on en a pas parlé mais ouais. We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. I'm nobody. L'un des trucs intéressants du film, mais qui est pas du tout exploité aussi, et pour moi c'est un très très gros défaut, c'est que la ville de Gotham n'est pas exploitée. Alors on entend en fond, mais on la voit très peu. L'asile d'Arkham, qui est quand même quelque chose de culte, est inexistant. C'est-à-dire que dans les jeux, dans les films, dans les BD, en général quand on le voit, c'est hyper important. Harvey Dent, qui est le procureur qu'on voit dans le film, d'ailleurs à la fin on le voit, il a la moitié du visage brûlé, etc. Il est inexistant. Harley Mais je Quinn, pense que ça, enfin, c'est voulu, justement, et je que nous sais, nous, en fait, notre problème, c'est qu'on a compris le film, certes, mais on reste des fans, entre guillemets, en tout cas moi, vraiment, bah ouais, on reste tous les 2 des fans de Batman et de Gotham City et du DC Universe, et donc on s'attend un peu à des clins d'œil, tu vois? Et il y en a, mais les seuls clins d'œil qu'il y a, c'est des badges sur les bras des flics exactement. ou des mecs dans l'asile, hem qui disent qu'ils sont à Arkham ou à Gotham, quoi, tout simplement. Comme tu dis, Harvey Dent. Mais je m'attendais, je sais pas, à voir un moment. Tu vois, dans l'asile, je m'attendais à ce qu'on me dise des blazes que je reconnaisse, ou à Exactement. ce qu'on me dise, ils ont tué les gens de cette façon, et tu vois, on comprend que c'est un peu tac-tac, tu vois. Oui. Genre l'épouvantail, tu vois, un mec qui fait des gaz, ou j'en sais Ouais. rien, Surtout tu que les vois, on invente un psychopathes truc, tu vois. sans pouvoir, ça manque pas dans l'univers de Batman. Donc tu peux très bien en mettre, le faire interagir avec d'autres personnages, parce qu'au final, il y a très très peu de personnages. Il y a un Mais ça, gardien. c'est une erreur de notre part de l'attendre, je pense, tu vois. Ouais, Justement, mais après avoir vu le film, je pense que c'est vraiment une erreur de l'attendre et qu'il s'en bat les couilles, en fait. Enfin, il non, il en s'en fait un fout. ou deux, il a fait Harvey Dent et C'est tout. ça. Il a fait à la fin, t'as vu Harvey Dent, Ah il est mais moi brûlé j'étais sur mort de le rire. Je visage. me suis dit non mais c'est vraiment du foutage de gueule. Je me suis dit c'est vrai, il a vraiment mis ça l'histoire de dire ah bah vous avez vu, c'est bien lui lol. Et puis voilà, hein, on continue le film. Waouh. Ouais, mais c'est Non mais c'est voulu, je voulu. pense. Mais C'est complètement voulu de sa part. En tout cas, je comprends que les gens après, c'est aiment pas du assumé. coup. Enfin je comprends qu'il y a des gens qui soient énervés par ça. Après c'est juste que pour moi que ça soit là ou pas, ça ne change rien. Donc limite vous pouvez presque ne pas les mettre quoi. Mais bon. Pour conclure tout ça, je vais te demander deux choses. Première chose, du coup, ton avis général sur le film. Et ensuite, est-ce que tu pensais, du coup, que c'était une bonne idée de faire une suite, toi, de ton côté? Eh bah, écoute, j'ai quand même apprécié, la fin du film et j'apprécie le message qu'il essaie de transmettre et certaines intentions de réalisation qui, pour moi, sont vraiment cool. Maintenant, il faut pas se mentir, le film a beaucoup de défauts, peut-être trop, parce que si on prend le film en dehors de, la situation actuelle, en dehors de, l'impact du premier film et cetera, le deuxième film a littéralement aucun intérêt. Donc moi, pour moi, je vous conseille quand même d'aller le voir si vous avez aimé le 1 et si vous avez quand même, envie d'en voir plus parce que mine de rien, ça donne quand même une fin à cette histoire. Maintenant, je pense que de la même manière qu'ils utilisent dans le film, je sais pas si tu as vu, mais dans le film, il y a le dessin animé, Pépé le Putois qui apparaît tout le temps, notamment à la fin du film. Oui. Pépé le Putois qui est une espèce de parodie de comédie romantique. Je pense que ce film, c'est une espèce de parodie du premier film et ça va plaire à certaines personnes comme ça ne plairait pas à d'autres. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, contrairement à toi, pour le coup, je me suis un peu, vraiment un peu ennuyé dans le film et j'ai trouvé que c'était trop long, le rythme était un peu géré à droite à gauche. Enfin, j'ai eu Ouais. beaucoup de mal à rentrer dedans, mais je suis vachement intéressé par le message qu'a voulu faire passer Todd Phillips là-dedans. C'est un mec quand même qui sait faire des trucs et qui nous offre une des comédies qui nous a le plus marqué de notre jeunesse. Ensuite, un film hyper marquant, puis une réponse bizarre. Enfin, je trouve qu'il a des choses à dire et qu'il est pas, il est intéressant. Donc, Mmh. à suivre vraiment ce réalisateur. Tout à fait. Maintenant, est-ce que c'était une bonne idée de faire une suite? Je l'ai dit un peu pendant l'épisode. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y avait d'autres façons de l'expliquer. Je pense peut-être qu'une interview aurait suffi, j'en sais Je suis rien, d'accord mais avec toi. Il aurait pu tout raconter en une interview, hein, et du coup, tu recommandes pas aux gens? je sais pas. Je sais pas parce qu'il y en a beaucoup à qui ça Ouais. va pas plaire, beaucoup qui vont être rebutés. Déjà, je vois beaucoup de monde rebuté par l'aspect comédie musicale avant même d'aller voir le film. Si en plus ils le voient au cinéma, ça va être Ouais, pire. puis en plus, s'ils savent que c'est pas une bonne comédie musicale, les gens vont aussi gueuler. Donc ça va être Je compliqué le dans tous les cas. conseillerais, peut-être chez soi, si on se pose des questions sur le film et qu'on est un peu curieux. Sinon, je sais pas si je le conseillerais beaucoup. Je pense que ça fera en tout cas des moins bons chiffres et C'est au sûr. niveau critique, ça sera un peu triste. On espère quand même que tout le monde a été grassement payé avec les 200 millions parce que vu qu'il y a 3 décors dans le film et 4 acteurs, Clairement. je pense que les gens ont été grassement payés et tant mieux.
mieux. Vu la réussite du premier film, j'ai envie de dire quand même tant mieux. Ouais, et puis lui, même lui, pour un autre univers, plein d'autres histoires à raconter, je pense il a des choses à dire et à montrer surtout. Il a des choses à faire en tant que metteur en scène Ouais. et hâte de voir la suite, quoi. Exactement. C'est donc sur ces avis un peu mitigés, positifs, négatifs, mais en tout cas qui nous laissent pas insensibles, que se clôture cet épisode de Divulgaché sur notre couple de clowns préférés qui sont Joker et Harley Quinn. C'est clairement une suite qui saura animer vos débats. Donc on vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et nous dire ce que vous avez pensé du film, à vous abonner à la chaîne. Axel, je te laisse nous dire le mot de la fin. Eh bien écoutez, on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode qui sortira aussi ce mois-ci. Et puis on vous dit à tous de passer un bon film si vous allez voir le film, et sinon un bon mois. Ciao, ciao. Ciao.